Jamais je n'ai révélé à ma fille, Manon, l'existence des 65 000 € qui alimentent mon compte mensuellement, une fortune silencieuse qui afflue ponctuellement. À ses yeux, je suis simplement son père, Jean Dubois, le vieil homme qui habite une ancienne maison de campagne en Auvergne, une masure isolée où le vent s'engouffre par les interstices des fenêtres. Elle me voit comme ce patriarche un peu rustre, chaussé de bottes de travail dont les semelles portent les cicatrices de décennies passées dans les champs plutôt que sur les trottoirs de Lyon. Elle s'imagine que je survis avec une pension dérisoire et les quelques légumes de mon potager. Elle ignore totalement que l'empire logistique que j'ai érigé à partir d'une seule camionnette de livraison il y a plusieurs décennies me rapporte toujours des dividendes colossaux, bien après mon retrait du conseil d'administration. J'ai toujours préféré maintenir cette façade. L'argent corrompt les âmes, et je tenais à savoir que ma fille m'aimait pour l'homme que j'étais, non pour les biens que je pouvais lui acheter. Puis est arrivé Nicolas, mon gendre, un individu qui estime la valeur des autres à la sophistication de leur montre. Lorsqu'il m'a convié à un dîner pour rencontrer ses parents dans le restaurant gastronomique le plus huppé de Lyon, j'ai su que la bienveillance n'était pas son mobile. Je désirais ardemment découvrir la véritable nature de ces gens. J'ai donc choisi d'incarner le personnage qu'il projetait sur moi. J'ai revêtu ma veste en jean la plus usée, celle dont le col était effiloché par le temps, et j'ai enfilé mes bottes de chantier. Mon intention était de voir leur réaction face à un vieil homme qu'ils supposeraient ruiné et crédule. Je m'attendais à leur grossièreté, à leur morgue. Cependant, à l'instant où j'ai franchi les portes de verre, j'ai réalisé que j'entrais dans un univers bien plus pervers que le simple snobisme. Les événements de cette soirée n'ont pas seulement meurtri mon cœur, ils ont été le prélude d'une guerre. Avant que je ne vous détaille comment j'ai réduit leur empire de pacotille en poussière, je vous saurais gré d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si, vous aussi, vous avez dû affronter des personnes imbues de leur supériorité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires depuis où vous m'écoutez. J'ai hâte de voir la portée de ce récit. La fourchette dorée est de ces établissements où l'air est parfumé à la truffe et à la richesse ancestrale. L'éclairage est feutré, les nappes plus somptueuses que ma propre literie, et un silence quasi religieux y règne, à peine troublé par le tintement discret des couverts en argent sur la porcelaine de Limoges. Ma présence y était incongrue. En actionnant la porte tambour massive, j'ai immédiatement surpris le regard de l'hôtesse d'accueil se fixer sur mes chaussures. Elles étaient propres, je le précise, mais c'étaient des bottes de travail. Un cuir épais, buriné par les années, avec quelques résidus de terre séchés dans les crampons, souvenir de ma marche jusqu'à la gare. Elle s'est positionnée devant moi, un sourire forcé et professionnel sur les lèvres, me barrant le chemin avec sa tablette de réservation. « Je peux vous renseigner, monsieur ?» a-t-elle demandé, son intonation laissant entendre que ma place n'était manifestement pas ici. L'accès pour les livraisons est à l'arrière, par la ruelle. « Je ne viens pas pour une livraison, mademoiselle, ai-je répondu, ma voix se voulant posée et modeste. « Je viens dîner. Ma fille m'attend. La réservation est au nom de Miller. » Son regard a navigué de sa liste à mon visage, ses sourcils se haussant en un arc d'incrédulité manifeste. Elle a marqué une longue pause, pesant visiblement le pour et le contre entre appeler la sécurité et m'autoriser à passer. Finalement, un soupir bref et agacé lui a échappé et elle m'a indiqué de la suivre. Elle ne m'a pas escorté, elle m'a plutôt mené à la table, en maintenant une distance de sécurité, comme si ma condition modeste était une maladie transmissible. Nous avons longé des tables occupées par des hommes d'affaires en costume de grands couturiers et des femmes parées de bijoux étincelants. Je sentais leur regard peser sur moi. Je devinais les messes basses échangées derrière des mains gantées. Je maintenais la tête baissée, jouant à la perfection le rôle du campagnard intimidé, mais mes yeux analysaient chaque détail. Ce fut Manon que j'aperçus en premier. Assise près d'une baille vitrée, elle semblait terriblement anxieuse. Elle triturait sa serviette, ses phalanges blêmes. En me voyant, son visage s'est éclairé d'un mélange de soulagement et de panique. Elle s'est levée à moitié, m'adressant un signe de la main un peu trop démonstratif. Face à elle, Nicolas, mon gendre, n'a pas esquissé le moindre mouvement. Il n'a pas daigné se lever, ni même détourner la tête de son téléphone, qu'il consultait avec un air d'ennui profond qui crispait mes poings. C'est seulement lorsque Manon a annoncé « Papa est arrivé » qu'il a enfin levé les yeux. Son regard s'est fait plus étroit en détaillant ma veste en jean et ma chemise à carreaux. Aucun sourire, aucune main tendue. Juste un grognement, suffisamment sonore pour être perçu par nos voisins de table. Manon s'est jetée dans mes bras. Son parfum était un mélange d'angoisse et d'une fragrance bon marché,
une tentative désespérée de s'accorder à ce milieu. Je l'ai serré contre moi. Je suis si heureuse que tu sois là, papa, a-t-elle chuchoté. Mais je pouvais sentir la raideur de son corps. Je me suis écarté pour faire face à Nicolas. Bonsoir, Nicolas, ai-je dit, lui tendant la main. Il a dévisagé ma main comme si elle était souillée. Il ne l'a pas saisie. Préférant prendre son verre d'eau, il en a bu une gorgée lente, me laissant dans cette position humiliante, la main tendue dans le vide. « Tu es venu habillé comme ça ?» a lancé Nicolas, sa voix chargée de mépris. « On est dans un restaurant gastronomique, Jean, pas une cantine de routier. »« C'est ma meilleure veste, » ai-je répliqué en mentant, esquissant un sourire contrit. J'ai même repassé ma chemise. Nicolas a roulé des yeux et s'est penché vers Manon, lui glissant à l'oreille, mais assez fort pour que j'entende, je t'avais pourtant prévenu de lui dire de s'habiller convenablement. Mes parents arrivent d'un instant à l'autre. Ce sont des gens du monde, Manon. Ils ont un certain rang à tenir. C'est la honte. Manon a eu un mouvement de recul. Je suis navré, Nicolas. Je ne croyais pas qu'il... Assieds-toi, Jean, l'a interrompu sèchement Nicolas. Et tâche de ne rien casser. Je me suis assis, tirant la chaise massive dont le frottement sur le sol ciré a fait grincer mes bottes. Mon visage est resté impassible, celui d'un vieil homme qui vient de se faire sermonner. Mais à l'intérieur, c'était l'effervescence. J'ai bâti un empire logistique qui s'étend sur 3 continents. J'ai négocié avec des PDG qui auraient pu s'offrir Nicolas et sa famille 100 fois. Je sais reconnaître un homme rongé par le manque de confiance en soi, et Nicolas en était un cas d'école. Mais il me fallait observer les autres acteurs de cette comédie. 10 minutes plus tard, ils sont apparus, Pierre et Monique. Les parents de Nicolas, ou la dynastie, comme il se plaisait à les nommer. Leur entrée était une mise en scène calculée pour attirer les regards. Pierre, un homme imposant dans un costume légèrement trop lustré et une montre en or ostentatoire. Monique, engoncée dans des fourrures en dépit de la douceur automnale, les doigts surchargés de bagues. Pour le néophyte, ils avaient une allure royale. Mes 40 ans à collectionner les antiquités et à observer mes semblables m'ont appris à distinguer l'opulence authentique de l'endettement maquillé en prospérité. Pierre avançait d'un pas conquérant, saluant bruyamment le maître d'hôtel qui, visiblement, ne le connaissait pas. Monique brandissait son sac de luxe tel un bouclier. Arrivé à notre table, le spectacle a débuté. « Maman, papa » s'est exclamé Nicolas, se levant avec l'empressement d'un jeune chien. « Vous êtes superbe. » Pierre lui a donné une tape dans le dos. « Ravi de te voir, mon fils. »« L'Empire prospère ?»« J'y travaille, papa. »« J'y travaille. » Puis, leur attention s'est portée sur moi. La seconde de silence qui a suivi m'a paru une éternité. Pierre m'a jaugé du regard, une moue de dégoût aux lèvres. « Et lui, ce doit être le père de Manon », a déclaré Monique, d'une voix perçante et crispée. « En effet, je suis Jean », ai-je dit en me levant à nouveau pour tendre la main à Pierre. Il a regardé ma main, puis Nicolas, puis à nouveau moi. Un petit rire sec lui a échappé, et il a laissé ses mains dans ses poches. « Pierre », a-t-il dit. « Nous allons nous passer de la poignée de main, si vous le voulez bien. Nous sortons d'une séance de spa désinfectant. On n'est jamais trop prudent avec les microbes. » J'ai lentement retiré ma main. « Évidemment, ai-je bredouillé. Il ne faudrait pas vous contaminer. » Monique a fait semblant de ne pas me voir. D'un geste théâtral, elle a sorti un mouchoir de soie de son sac et a essuyé le fauteuil en cuir à côté du mien avant de s'y installer. Elle s'est assise sur le bord, le corps tourné loin de moi, comme si je dégageais une odeur pestilentielle. « Alors, Jean » a repris Pierre en interpellant un serveur d'un claquement de doigts. « Nicolas nous a dit que vous étiez retraité. Quel était votre métier ? Femme de ménage ? Maçon ? » J'ai choisi de flatter leur vanité. Me penchant en avant, j'ai posé mes coudes calleux sur la nappe. « Oh, un peu de tout », ai-je dit d'une voix enrouée. J'ai été chauffeur routier un temps. J'ai transporté des colis. Un travail simple, pénible, mais qui permettait de vivre, à l'époque. Monique a eu un petit rire condescendant. C'est charmant. Pour notre part, nous préférons le travail intelligent au travail acharné. Pierre, ici présent, est dans la banque d'affaires et la promotion immobilière depuis 30 ans.
Ah oui? Ai-je demandé, feignant un émerveillement béat. C'est très impressionnant. En effet, a renchéri Pierre, bombant le torse. Nous sommes en train de développer un complexe de luxe aux Maldives et nous venons de signer pour un ensemble de bureaux au cœur de Manhattan. Des millions sont en jeu. Des montages financiers complexes, vous ne pourriez pas comprendre les subtilités des liquidités et de la gestion d'actifs. J'ai acquiescé lentement. Non, je ne crois pas. Tout ce que je sais, c'est que si l'on dépense plus qu'on ne gagne, on finit par avoir des problèmes. Nicolas a ricané. Voilà une mentalité de pauvre, Jean. Il faut dépenser pour gagner. Mon père me l'a toujours dit. C'est pour ça que nous roulons en Bentley et que vous prenez le bus. Mon regard s'est tourné vers Manon. Elle contemplait son assiette vide, le visage écarlate. Elle semblait s'effacer. Ma fille, autrefois si pleine de vie, qui grimpait aux arbres et excellait en athlétisme, paraissait se recroqueviller sur elle-même. Manon, ma chérie, a dit Monique, sa voix mielleuse. J'ai vu tes ongles. Tu devrais vraiment aller chez mon esthéticienne. Une femme de ton rang, l'épouse d'un homme comme Nicolas, se doit d'être impeccable. Tu ne peux pas te négliger sous prétexte de tes origines. Ça n'a rien à voir avec ses origines, maman, l'a coupé Nicolas en découpant son pain avec rage. C'est sa mentalité. Je lui répète sans cesse. Elle doit cesser de raisonner comme une miséreuse. Elle s'angoisse en permanence pour les factures. Est-ce qu'on peut se le permettre, Nicolas? Ne devrait-on pas épargner, Nicolas? C'est usant. Pierre a opiné du chef d'un air docte. Difficile de se défaire des habitudes des classes modestes. Il faut des générations. Sous la table, ma main s'est crispée sur ma fourchette. Ce n'était plus moi qu'ils insultaient. C'était ma fille qu'ils démolissaient. Manon tient les comptes du foyer, ai-je dit d'une voix ferme. C'est faire preuve de responsabilité. Responsabilité? C'est esclaffer Monique. C'est d'un ennui mortel. Manon, tu devrais prendre exemple sur Nicolas. C'est lui qui a la vision des choses. Toi, tu n'es. Eh bien, tu es un frein pour lui, non? En voyant votre père, je comprends mieux d'où ça vient. La pauvre. Ce doit être héréditaire. Une larme a perlé sur la joue de Manon. Elle l'a essuyée furtivement, de peur que Nicolas ne la surprenne. Le dîner s'est éternisé ainsi pendant 2 heures. Ils ont commandé les mets les plus onéreux de la carte sans même en lire l'intitulé. Caviar, bœuf de Kobe, des bouteilles de vin dont le prix dépassait celui de ma voiture des années 80. Ils mangeaient avec ostentation, se coupant la parole, se targuant de voyages en Europe que je savais imaginaires et d'investissements qui sonnaient comme une succession de termes techniques appris à la télévision. Assis là, je savourais ma soupe et j'observais. J'ai relevé des détails. La montre en or de Pierre avait une trotteuse qui sautait à chaque seconde, caractéristique d'un mouvement à quartz, et non le glissement fluide d'une authentique Rolex. Le diamant de Monique manquait d'éclat, il avait la matité de l'oxyde de zirconium. Et Nicolas, qui consultait son téléphone sous la table, le front perlant de sueur à chaque nouvelle bouteille de vin commandée. Non, ce n'étaient pas des nantis. J'ai fréquenté des gens fortunés toute ma vie. Les vrais riches n'ont pas besoin de tant d'artifices. C'étaient des imposteurs. Puis le moment de l'addition est arrivé. Le serveur a déposé le porte-addition en cuir noir au milieu de la table. Le silence fut instantané. J'estimais la note à plus de 1200 €. Pierre a palpé ses poches, a froncé les sourcils, puis a tapoté la poche intérieure de sa veste. Il a poussé un soupir théâtral. Sacré bleu, a-t-il lancé. Qu'y a-t-il, papa? A demandé Nicolas, la voix tendue. J'ai oublié mon portefeuille dans la Bentley, a répondu Pierre en secouant la tête. Le voiturier doit l'avoir. C'est incroyable. Monique, tu as ton sac? Je n'ai pas pris mon portefeuille, Pierre, a dit Monique, l'air vexé. Ça déforme ma robe. Je croyais que tu t'en chargeais. Nicolas a regardé ses parents, puis l'addition. La sueur sur son front était maintenant bien visible. Pas de problème, a-t-il dit d'une voix chevrotante. J'invite. C'est pour moi. Il a saisi le porte-addition, l'a ouvert et a fixé le montant.
J'ai vu sa pomme d'Adam bouger tandis qu'il déglutissait. 1200 €, a-t-il soufflé. Il a sorti une carte de crédit noire et brillante et l'a tendue au serveur d'une main mal assurée. Gardez la monnaie, a-t-il ajouté, tentant de paraître désinvolte. Le serveur a hoché la tête et s'est éloigné. Un silence gêné s'est installé. Pierre a recommencé à parler de son imaginaire partie de golf avec le maire, mais Nicolas ne quittait pas des yeux le poste de service. 2 minutes plus tard, le serveur est revenu, le visage fermé. Il s'est penché vers Nicolas et a murmuré, mais dans le silence du restaurant, ses paroles étaient audibles, « Je suis navré, monsieur. La carte est refusée. » Nicolas est devenu pourpre. Réessayez. C'est une carte Platinum. Il doit y avoir une erreur. Je l'ai passée 3 fois, monsieur, a insisté le serveur d'une voix ferme. Elle est refusée. Auriez-vous un autre mode de paiement? Nicolas a farfouillé dans son portefeuille avec frénésie. Il en a sorti une autre carte. Essayez celle-là. Le serveur est reparti. Pierre s'est éclairci la voix. Les banques, de nos jours. Toujours à bloquer les comptes pour des raisons de sécurité quand on brasse de grosses sommes. Pas vrai, papa? A dit Nicolas en s'épongeant le front avec sa serviette. Un simple contrôle de sécurité. Le serveur est revenu. Refusé, monsieur. L'atmosphère est devenue pesante. Nicolas s'est tourné vers Manon. Ses yeux étaient exorbités de désespoir, puis, en un instant, ils se sont remplis de fureur. Manon, donne-moi ta carte, a-t-il ordonné. Je ne l'ai pas sur moi, Nicolas, a-t-elle balbutié. Tu m'avais dit de la laisser à la maison pour ne rien dépenser. Espèce d'incapable. A-t-il hurlé. Oui, il a hurlé, faisant se retourner les clients des tables voisines. Tu ne sers à rien. Je paie tout, je subviens aux besoins de toute la famille, et la seule fois où j'ai besoin de toi pour un détail logistique, tu es défaillante. Il faisait une scène pour masquer sa propre défaillance. J'ai su que mon heure était venue. J'ai lentement glissé la main dans la poche de ma veste. J'en ai sorti un petit sac en toile usée. J'ai dénoué le cordon et j'ai renversé son contenu sur la nappe d'un blanc immaculé. Des billets de 5 € froissés, quelques pièces de 1 € et une poignée de centimes. On aurait dit le trésor d'une tirelire d'enfant. Je peux aider, ai-je dit, la voix tremblante d'une nervosité simulée. J'ai quelques économies. Je comptais les utiliser pour le bus et faire quelques courses, mais la famille, c'est sacré, n'est-ce pas? J'ai commencé à déplier les billets, les comptant à voix haute. 1, 2, 3. Monique a eu un haut-le-cœur. Mon Dieu, a-t-elle dit en portant la main à sa bouche. C'est la honte absolue. Elle a sorti son téléphone. Non pas pour appeler de l'aide, mais pour ouvrir l'appareil photo. Elle l'a pointé sur moi. Je dois filmer ça, a-t-elle ricané. Il faut que tout le monde voie. Voilà ce que nous devons endurer. Regardez-le compter sa ferraille dans un restaurant gastronomique. Voilà la lie dans laquelle mon fils est allé se marier. J'ai poursuivi mon décompte. 4,25 €. Nicolas contemplait la pile d'argent souillée. La honte sur son visage a cédé la place à une rage pure, sans phare. Il n'a pas vu un père qui tentait d'aider. Il a vu le reflet de sa propre impuissance. Assez. A-t-il crié. D'un revers de la main, il a balayé la table. Les pieds sont roulés. Les billets se sont envolés pour retomber sur le sol comme des feuilles mortes. Je n'ai pas besoin de ta charité, le vieux. A hurlé Nicolas en se levant. Tu crois que ça va nous aider? C'est minable. Tu es minable. Il a empoigné Manon par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair au point de la faire grimacer. On s'en va, a-t-il sifflé. Et l'addition, monsieur? A dit le serveur, s'avançant et faisant signe à un agent de sécurité. Mon père s'en chargera, a craché Nicolas en désignant Pierre. Pierre s'est levé, soudain très pâle. En fait, je dois aller voir la voiture. Leur fuite a été désordonnée et humiliante. Nicolas traînant Manon, Pierre et Monique fuyant vers la sortie, sourds aux protestations du directeur. Ils m'ont laissé là,
Au milieu des pièces et des billets éparpillés, centre d'attraction de tout le restaurant. Je suis resté assis un instant, les regardant s'enfuir. J'ai vu le regard larmoyant que m'a lancé ma fille avant d'être brutalement poussée dehors. Je n'ai pas ramassé l'argent. Je ne me suis pas lancé à leur poursuite. J'ai calmement glissé la main dans la poche intérieure de ma veste, celle dissimulée sous le jean. J'ai sorti un téléphone. Pas le modèle à clapet bon marché que j'utilisais en leur présence. Un téléphone satellite, crypté, de qualité militaire, celui que j'utilisais pour négocier des couloirs de navigation en zone à risque. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Une seule sonnerie. Monsieur Dubois, ai-je dit, ma voix ayant perdu son inflexion chevrotante. C'est Jean. Monsieur Dubois. La réponse à l'autre bout du fil a été immédiate, précise et alerte. Cela faisait longtemps. Un problème? Oui, monsieur Dubois. Il y a un problème. Mon regard s'est posé sur les chaises vides où la prétendue dynastie venait de siéger. Je veux une enquête financière complète et approfondie sur Pierre et Monique Miller, ainsi que sur Nicolas Miller. Je veux connaître la moindre dette, la moindre hypothèque, le moindre compte dissimulé. Je veux savoir pourquoi la carte de crédit de ma fille a été refusée, monsieur Dubois. Oui, monsieur. Initiez la procédure de déblocage de mes actifs. Je reprends du service. J'ai des comptes à régler. J'ai raccroché. Le serveur s'approchait, l'air apitoyé, sans doute sur le point de me proposer de faire la plonge pour régler la note. J'ai glissé la main dans ma poche arrière et j'en ai sorti une pince à billets retenant une liasse de billets de 100 € neufs, mise de côté pour cette occasion précise. J'en ai détaché 15 et les ai posés sur la table. Gardez la monnaie, ai-je dit au serveur médusé. Je me suis levé, j'ai épousseté ma veste en jean et j'ai quitté l'établissement. Le vieil homme avait disparu. Le PDG était de retour. Et dès le lendemain, la famille Miller allait découvrir à ses dépens ce qu'il en coûte de provoquer un géant endormi. Le trajet en voiture vers la périphérie de Lyon fut un tourbillon confus de lumière de la ville et de fureur bouillonnante. J'ai garé ma vieille Renault 4 fourgonnette rouillée sur l'allée de gravier devant la maison. Aux yeux des voisins, et de ma fille, cette demeure symbolisait mon échec. Une bicoque de 60 mètres carrés, mal isolée, à la peinture écaillée et au porche affaissé. Le vestige d'un homme dépassé par la modernité. Mais en déverrouillant la porte et en pénétrant dans l'obscurité, l'atmosphère changea. L'odeur de bois ancien et de terre humide s'évanouit, remplacée par le parfum aseptisé et vif de la climatisation. J'ai enclenché le verrou de sûreté, non pas un modèle standard de quincaillerie, mais un mécanisme d'acier renforcé dissimulé dans l'encadrement de la porte. Je me suis approché de la bibliothèque, chargée de livres de poche jaunis et d'almanachs anciens. J'ai saisi l'exemplaire de Moby Dick, non pour le lire, mais pour activer le scanner biométrique caché dans sa reliure. Une partie du plancher, indiscernable du reste, s'est rétractée dans un sifflement hydraulique silencieux. J'ai descendu l'escalier étroit. Les lumières se sont allumées automatiquement, dévoilant la réalité dissimulée sous ma prétendue pauvreté. Ce n'était pas une simple cave, mais un véritable centre de commandement. Des écrans tapissaient les murs, affichant les routes maritimes du globe, les fluctuations des marchés financiers et les données en temps réel de l'empire logistique que j'avais soi-disant abandonné. Je me suis installé dans le fauteuil ergonomique en cuir, mon unique concession au luxe, et j'ai repris le téléphone satellite. Je l'ai posé sur le bureau et ai basculé sur la ligne fixe sécurisée. Monsieur Dubois a répondu dès la première sonnerie. Il savait qu'il ne fallait jamais me faire attendre sur cette ligne. J'ai écarté les formules de politesse. Je veux une équipe d'experts comptables judiciaires sur la famille Miller, sans délai, ai-je ordonné, ma voix se répercutant sur les murs de béton. Et, monsieur Dubois, je veux comprendre pourquoi une carte de crédit Platinum au nom de ma fille a été refusée pour un dîner de 1200 €. Le plafond de cette carte est 10 fois supérieur. Trouvez qui l'a bloqué, pourquoi, et où l'argent a disparu. Ne dormez pas tant que vous n'aurez pas la réponse. J'ai raccroché, les yeux fixés sur les écrans, scrutant les flux de données sans rien voir d'autre que le regard épouvanté de Manon. J'allais me servir un verre lorsque mon téléphone portable ordinaire, le modèle à clapet que tout le monde me connaissait, a vibré sur le bureau. C'était Manon. J'ai regardé l'écran un instant. Il était plus de minuit. Les nouvelles nocturnes sont rarement bonnes. Allô, ma puce,
ai-je répondu, en adoucissant ma voix, en forçant le ton rauque du vieil homme fatigué. Le son qui m'est parvenu m'a anéanti. Ce n'était pas des pleurs, c'était une crise d'hyperventilation. Le son guttural et terrifiant d'une personne dont l'univers vient de s'écrouler. Papa, a-t-elle suffoqué? Papa, je suis tellement désolé. Je ne savais pas quoi faire. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont laissé sur le trottoir. Mes doigts se sont crispés sur le bureau, mes jointures blanchissant. Calme-toi, Manon. Qui t'a abandonné? Où es-tu? Je suis dans un Uber, a-t-elle sangloté. J'arrive chez toi. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas retourner là-bas, papa. Il m'a mise dehors. Il a changé les codes de la serrure. Mon sang se figea. Nicolas avait mis sa propre femme à la porte. Pourquoi, Manon? Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que je n'avais pas l'argent, a-t-elle gémi. Papa, je dois t'avouer quelque chose. La vérité. Je t'ai menti. Je ne gère plus le budget. Je n'ai plus d'argent. Je suis resté silencieux, la laissant parler, chaque mot étant une blessure. Il y a environ 6 mois, Pierre, le père de Nicolas, a proposé une opportunité d'investissement. Une affaire en or, disait-il, un projet immobilier à Austin. Il fallait des liquidités urgentes pour acquérir le terrain. Nicolas a insisté pour qu'on le fasse. C'était notre chance de faire partie de la dynastie dont il rêve. Mais nous n'avions pas les fonds. Alors il m'a forcé. Il m'a forcé à signer des documents, papa. Quels documents, Manon? Ai-je demandé, sentant la nausée m'envahir. La maison, a-t-elle murmuré. La maison de maman. Celle qu'elle m'a léguée. J'ai contracté une deuxième hypothèque, un prêt à taux élevés sur la valeur de la maison. J'ai tout cédé à la société de Pierre. Ils devaient tout rembourser en 3 mois, avec intérêt, mais ils n'ont rien versé. Et maintenant, la banque envoie des courriers. Et Nicolas, ce soir, m'a dit que si je ne trouve pas 50 000 € de plus pour couvrir un appel de marge de Pierre, ils perdent l'affaire et la maison. Il a dit que si je rentrais sans l'argent, je n'avais plus à rentrer du tout. La colère qui m'a submergé était glaciale, un zéro absolu. Ils avaient pris le seul héritage de ma femme à notre fille, la maison de son enfance. Ils l'avaient mis en jeu dans une escroquerie. Et maintenant, ils la rançonnaient de 50 000 € qu'elle n'avait pas. Viens ici, Manon, ai-je dit, ma voix d'une fermeté inébranlable. Viens à la maison. Ici, tu es en sécurité. J'ai raccroché. J'ai regardé les écrans. Je n'avais plus seulement besoin d'un homme de loi. J'avais besoin d'une équipe de démolisseurs. Les 24 heures qui suivirent furent une attente fébrile. Je n'ai pas fermé l'œil, rivé à mon fauteuil en cuir sous le plancher, observant les clés de cryptage défiler sur mon écran, guettant le signal vert qui indiquerait que M. Dubois avait démantelé le château de cartes financier des Miller. À l'étage, Manon dormait d'un sommeil lourd, celui de l'épuisement émotionnel. Je l'avais installée dans la chambre d'amis, celle ornée de la courte pointe cousue main par ma femme, et je lui avais conseillé d'éteindre son téléphone. Elle avait besoin de calme. J'avais besoin de réponse. Lorsque la notification a retenti sur l'écran principal, le son a claqué comme un coup de feu dans le silence du bunker. Un unique et volumineux fichier, intitulé « Miller diligence finale ». J'ai bu une gorgée de café froid, ajusté mes lunettes et ouvert le document qui allait sonner le glas de la vie de mon gendre. La première page était un résumé. Sa seule lecture m'a donné la nausée. Je m'attendais à des dettes, à un mauvais dossier de crédit. Pas à une scène de crime. Pierre et Monique Miller, les prétendus magnats de l'industrie, le couple qui astiquait les chaises avant de s'y asseoir, étaient des spectres. D'un point de vue financier, ils étaient inexistants. Ils avaient fait faillite 5 ans plus tôt en Floride, laissant derrière eux près de 4 millions de dollars d'ardoises impayées auprès d'artisans, de traiteurs et de petites entreprises. Leur train de vie actuel à Lyon reposait sur une pyramide de Ponzi des plus sordides. Ils ne construisaient pas de complexe hôtelier aux Maldives. Ils géraient une société écran, Miller Horizon Group, qui démarchait des retraités dans des clubs privés. Ils leur promettaient des rendements mirobolants sur des projets immobiliers fictifs, utilisaient les fonds des nouveaux investisseurs pour rémunérer les anciens,
et empochaient le reste pour financer leur garde-robe et leur dîner à la fourchette dorée. Ils étaient à 2 doigts de la prison, et ils le savaient. J'ai fait défiler le document jusqu'à la section consacrée à Nicolas, les mains crispées sur les accoudoirs. Nicolas Miller, l'homme qui se prétendait directeur des opérations d'une start-up technologique, l'homme qui méprisait ma fille pour sa prétendue mentalité de paysanne, n'était en réalité qu'un modeste vendeur dans une obscure société de logiciels logistiques. Et un mauvais vendeur, qui plus est. Son dossier professionnel, que M. Dubois avait réussi à se procurer, indiquait qu'il était en période probatoire, le jargon de l'entreprise pour « à la prochaine erreur, vous êtes dehors ». Il n'avait pas conclu une seule vente en 6 mois. Mais sa médiocrité n'était pas son pire défaut. Ses relevés bancaires peignaient un tableau bien plus sombre. Un enchaînement chaotique de transactions vers des plateformes de crypto-monnaies offshore et des sites de paris sportifs douteux. Des milliers, des dizaines de milliers d'euros envolés en quelques minutes. Il n'investissait pas. Il se vidait de son argent dans le néant numérique. C'était un joueur compulsif, courant après ses pertes, creusant un abîme si profond qu'il ne voyait plus la lumière du jour. Puis est venue la partie qui m'a fait me lever et arpenter la pièce. L'analyse comptable de l'hypothèque de Manon, les 50 000 euros qu'elle avait tirés de l'héritage de sa mère. L'argent qu'elle croyait investi dans un terrain de premier ordre à Austin. J'ai suivi le flux des fonds sur l'écran. Une ligne droite, arrogante, sans aucune tentative de dissimulation. L'argent est arrivé sur le compte de Nicolas un mardi. Le mercredi, 35 000 euros étaient virés à une société écran à Neuvy. Monsieur Dubois avait identifié cette entité. Ce n'était pas une société d'investissement, mais une officine de recouvrement pour un réseau de paris sportifs illégaux du New Jersey. Ma fille n'avait pas acheté de terrain. Elle avait remboursé la dette de jeu de son mari pour lui éviter d'avoir les jambes brisées. Et les 15 000 euros restants. C'est ce détail qui m'a fait vomir. Ils avaient été versés à Prestige Luxury Rentals. J'ai vérifié la date. C'était le dépôt de garantie et le loyer pour 6 mois d'une Bentley Continental GT. La même voiture dans laquelle Pierre prétendait avoir oublié son portefeuille. La même voiture utilisée pour se rendre au restaurant et m'humilier. Ils avaient volé à ma fille sa maison, sa sécurité, son avenir, non pas pour bâtir un empire, mais pour louer un accessoire de leur théâtre grotesque. Ils paradaient dans l'héritage de ma femme, jouant les rois alors qu'ils n'étaient que des imposteurs sursis. Je croyais avoir touché le fond. Je me trompais. Monsieur Dubois est un homme méticuleux. À la fin du rapport, une annexe intitulée « Prospect futur, cible ». Une série de mails récupérés du cloud de Nicolas. Il y discutait avec Pierre de leurs options de liquidité. J'ai ouvert le dernier échange. L'objet, la maison de campagne. J'ai parcouru le texte, rédigé par Nicolas 3 jours plus tôt. Le vieil homme ne sert à rien, écrivait-il. Mais son terrain doit avoir une certaine valeur. J'ai vérifié le plan d'urbanisme. Il est en zone d'activité légère. Si on obtient une procuration, on peut le vendre à un promoteur pour 40 000 ou 50 000 euros. C'est peu, mais ça couvre les intérêts du prochain emprunt. Il suffit de convaincre Manon qu'il perd la tête. On le place dans une maison de retraite publique, la moins chère possible. Il est têtu, mais crédule. On peut le briser. J'ai relu ces mots. Le placer dans une maison de retraite publique. La moins chère possible. On peut le briser. Non content d'avoir ruiné ma fille, il projetait de s'en prendre à moi. Il voyait ma maison, mon havre de paix, comme une simple source de revenus pour financer leur addiction à l'apparence. Il me voyait, moi, un être humain, le père de Manon, comme un déchet à éliminer. J'ai éteint l'écran. L'obscurité du bunker m'a enveloppé, mais elle n'était pas aussi noire que les pensées qui germaient en moi. La colère s'était dissipée. La colère est une flamme qui se consume. Ce que je ressentais était différent. Une résolution froide. L'état d'esprit d'un homme qui s'apprête à lancer une OPA hostile pour démanteler une entreprise, pièce par pièce. Il voulait un vieil homme naïf et ruiné. Il voulait une victime. Je leur donnerais ce qu'ils attendaient. Je leur offrirais la meilleure performance de ma vie. J'ai repris le téléphone sécurisé et rappelé Monsieur Dubois. Lancez les procédures, ai-je dit. Je veux un acte de propriété pour un terrain dans la Creuse. La Creuse, monsieur ?
a demandé Monsieur Dubois, sa voix trahissant sa surprise. Oui, ce vieux site que nous possédons là-bas. Celui que nous avons déclassé il y a 20 ans à cause de la pollution des sols. Le site à haut risque environnemental, monsieur? Ce terrain est sans valeur. C'est un passif. Toute construction ou forage y est impossible. La dépollution coûterait des millions. Précisément, ai-je répondu. Préparez une étude géologique. Donnez-lui un aspect ancien, authentique. Et falsifiez un second rapport, suggérant la présence d'une immense nappe de pétrole inexploitée juste en dessous. Faites en sorte que cela ressemble à un secret que je garde précieusement depuis 40 ans. J'ai marqué une pause, écoutant le ronronnement des serveurs. Et, Monsieur Dubois, procurez-moi du faux sang. Il faut que j'aie l'air mourant. J'ai raccroché. En haut, le jour se levait, projetant de longues ombres sur le jardin. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage, marqué par le temps et les éléments. J'ai répété une toux, un son faible et caverneux. J'ai courbé le dos. Si Nicolas et ses parents voulaient abuser d'un vieil homme crédule pour lui soutirer ses derniers deniers, j'allais leur ouvrir grand la porte. J'allais faire miroiter devant leurs yeux avides la plus belle des carottes. Ils convoitaient mes biens. Je leur offrirais le plus toxique de mes actifs, et je ferais en sorte qu'ils paient jusqu'au dernier centime, le leur et celui qu'ils voleraient, pour se l'approprier. J'ai monté les marches, laissant derrière moi le centre de commandement pour retrouver le salon poussiéreux de la maison de campagne. Le plancher a gémi sous mes pas. Je suis allé à la cuisine et j'ai mis du café à chauffer. J'ai attendu que Manon se réveille. J'ai attendu que le téléphone sonne. J'ai attendu le début de la partie. Ils se prenaient pour les chasseurs. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de pénétrer dans la fosse aux lions. La saveur du sirop de glucose et du colorant alimentaire est écœurante, une douceur artificielle et tenace sur la langue qui provoque un haut-le-cœur. J'ai gardé la petite capsule sous ma langue, sa membrane de gélatine se dissolvant lentement sous l'effet de la chaleur. Un dernier regard dans le rétroviseur de ma vieille fourgonnette. J'avais appliqué une fine couche de maquillage grisâtre sur mon visage, accentuant les rides autour de mes yeux et de ma bouche, pour me donner le teint blafard et cireux d'un homme aux organes défaillants. J'ai répété le tremblement de ma main, la légère inclinaison de mes épaules. Une comédie que j'avais rodée des années durant dans les salles de conseil, jouant le vieil homme faible et hésitant juste avant de porter les stockades à une entreprise rivale. Mais cette fois, l'enjeu dépassait les cours de la bourse. Il s'agissait de ma fille. Je me suis engagé dans l'allée de la maison que Nicolas avait volée à Manon. La vue de cette demeure ravivait ma colère, mais je l'ai contenue, la transformant en une pierre froide et dure au creux de mon estomac. Je devais paraître pitoyable, à l'article de la mort. Je suis descendu de la fourgonnette, laissant la portière grincer, et j'ai avancé en me traînant jusqu'au perron. Je n'ai pas frappé avec assurance. J'ai tapoté faiblement, un son à peine audible. La porte a mis du temps à s'ouvrir. Nicolas est apparu, l'air négligé et agacé. Il portait une robe de chambre en soie, que je savais impayée, et ses yeux étaient injectés de sang. En me voyant, sa lèvre s'est retroussée en son rictus habituel. « Que voulez-vous, Jean ?» a-t-il lancé. J'ai dit à Manon qu'elle n'était pas la bienvenue sans l'argent. Si vous venez plaider sa cause, c'est inutile. Mes parents sont là, nous avons une crise à gérer. Nous n'avons pas de temps à perdre avec votre misère aujourd'hui. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simulé une suffocation. Je me suis agrippé au chambranle de la porte comme si mes jambes allaient me lâcher. Puis j'ai mordu dans la capsule. Le liquide tiède et visqueux a empli ma bouche. J'ai toussé, un son humide et profond, et j'ai laissé le liquide rouge s'étaler sur le mouchoir que je tenais à mes lèvres. J'ai retiré le mouchoir, m'assurant que Nicolas voit bien la tache écarlate sur le coton blanc. Ses yeux se sont écarquillés. Il a reculé, un mouvement instinctif de répulsion face à la maladie. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il marmonné, son arrogance s'effritant. « Je suis mourant, Nicolas » ai-je haleté, ma voix un râle brisé. Les médecins disent que ce sont les poumons. Des années à respirer la poussière et les gaz d'échappement. Ça m'a rattrapé. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Une semaine, peut-être moins. Dans le couloir, j'ai entendu un bruit de talons. Monique est apparue, un verre de martini à la main, visiblement irritée par le courant d'air.
Qui est-ce, Nicolas? Ferme la porte. Tu laisses s'échapper la climatisation. C'est le vieil homme, lui a répondu Nicolas à voix basse. Il crache du sang, maman. Il dit qu'il est mourant. Monique s'est figée. Elle m'a regardé, puis a regardé le mouchoir ensanglanté. J'ai vu le calcul s'opérer dans son esprit. Pour eux, je n'étais pas un homme souffrant. J'étais un fardeau. Ou, s'ils jouaient bien leurs cartes, une opportunité. Ne le laisse pas sur le seuil, où tout le voisinage peut le voir, a tonné Pierre depuis le salon. Fais-le entrer. Nicolas a hésité, puis m'a pris le bras. Sans ménagement, mais il m'a fait entrer. Ils m'ont conduit au salon, mais ne m'ont pas proposé le canapé. Ils m'ont indiqué une chaise en bois dans un coin, loin de leur fauteuil blanc. Je me suis assis lourdement, laissant ma tête penchée en avant, jouant le rôle de l'homme épuisé et vaincu. Je voulais juste voir Manon, ai-je murmuré. Lui dire adieu. Et régler mes affaires. Je ne veux pas que l'État prenne le peu que j'ai. Le silence s'est fait. Le mot « affaire » flottait dans l'air, chargé de promesses. Pierre a échangé un regard avec Monique. Un regard prédateur, que j'avais vu 1000 fois lors de négociations. Le requin sent l'odeur du sang. « Vos affaires » a demandé Pierre, sa voix soudainement onctueuse. Il s'est dirigé vers le buffet, m'a servi un verre d'eau et me l'a apporté. Son premier geste de gentillesse à mon égard, et il était entièrement faux. « Tenez, Jean, buvez. Vous auriez dû nous prévenir de votre état. Nous sommes de la famille, après tout. » J'ai pris le verre d'une main tremblante, en renversant un peu sur mon pantalon. « Merci, Pierre, ai-je dit. Je ne voulais pas vous déranger. Je sais ce que vous pensez de moi, un pauvre vieux chauffeur routier, et c'est ce que je suis. Je n'ai pas grand-chose en banque. Ma retraite suffit à peine à payer le chauffage. » Monique a poussé un léger soupir, ses épaules se relâchant. La déception était palpable. Ils espéraient une fortune cachée. J'ai poursuivi, marquant une pause pour tousser et grimacer de douleur. Mais il y a le terrain. Pierre s'est immobilisé. Quel terrain? Une vieille parcelle dans la Creuse, ai-je dit d'un geste vague. Achetée pour 3 fois rien il y a 40 ans. Rien d'exceptionnel, de la terre, des cailloux. Je n'y ai jamais rien construit. J'allais la léguer au département, pour en faire une décharge. Mais maintenant que je vais mourir, je me dis que Manon pourrait peut-être la vendre. En tirer quelques milliers d'euros. De quoi payer mes obsèques, pour qu'elle n'ait pas ce souci. J'ai vu Nicolas sortir son téléphone et taper frénétiquement sous la table. Je savais ce qu'il cherchait. Creuse, prix terrain, pétrole. Pierre s'est assis en face de moi, penché en avant, les coudes sur les genoux. Son intensité était presque grotesque. « Jean » a-t-il dit d'une voix grave. « Vous ne devriez pas laisser ce fardeau à Manon. Vendre un terrain, c'est complexe. Il y a les impôts, les frais, les diagnostics environnementaux. Manon. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est trop émotive, surtout en ce moment. » J'ai acquiescé lentement, les yeux baissés. Je sais, c'est une bonne fille, mais elle n'y connaît rien en affaires. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de testament, pas d'avocat. Juste un vieil homme qui n'a plus beaucoup de temps. Monique est intervenue, sa voix suintant une fausse compassion. Oh, Jean, c'est si triste. Mais nous pouvons vous aider. Nous avons des contacts, nous nous y connaissons en immobilier. Nicolas a levé les yeux de son téléphone. Ses pupilles étaient dilatées, des signes d'euro y dansaient. Papa, a-t-il dit, la voix étranglée par l'excitation. La Creuse. C'est une région pétrolifère. Une petite parcelle là-bas. Si les droits d'exploitation du sous-sol sont inclus. Pierre lui a lancé un regard acéré pour le faire taire. Il s'est tourné vers moi, affichant un sourire mielleux de vendeur de voitures. Jean, écoutez-moi. Concentrez-vous sur votre santé. Ne vous préoccupez pas de paperasse dans vos derniers jours. Laissez-nous nous en occuper. Nicolas est votre gendre, c'est la famille. Il peut avoir une procuration, gérer cet actif pour vous, et s'assurer que Manon reçoive ce qu'il vaut. Je les ai regardés tour à tour. Je n'y ai vu que de la cupidité.
Une cupidité pure et sans phare. Ils se fichaient de me voir mourir sur cette chaise. Seul le ticket de loterie que je leur tendais les intéressait. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Ça semble bien compliqué pour un lopin de terre. J'ai une vieille étude géologique quelque part. Elle mentionnait un terrain difficile. Vous avez cette étude? A demandé Pierre, se rapprochant. J'ai tapoté la poche de ma veste. Je crois que je l'ai sur moi. Je voulais la montrer à Manon. Mais elle est vieille, probablement plus à jour. J'ai sorti le document jauni et plié, que M. Dubois avait vieilli artificiellement avec du thé et des lampes. Il avait l'air authentique, il sentait le vieux papier. Je l'ai tendu à Pierre. Il me l'a arraché des mains et l'a déplié avec avidité. Nicolas s'est penché par-dessus son épaule. J'ai observé leurs yeux parcourir le document. Je savais ce qu'ils y voyaient. Ils ignoraient les avertissements sur l'instabilité du sol et la pollution. Leurs yeux étaient rivés sur l'addendum falsifié, celui avec le sceau, confidentiel, qui mentionnait des indices sismiques prometteurs d'un gisement de pétrole en grande profondeur. Pierre a relevé la tête. Ses mains tremblaient, non pas d'âge, mais de convoitise. Jean, a-t-il dit d'une voix pâteuse. Vous n'avez aucune idée de ce que vous possédez, n'est-ce pas? C'est si mauvais que ça? Ai-je demandé innocemment. Ça ne vaut rien? Non, non, s'est empressé de dire Pierre en pliant le document et en le glissant dans sa poche. Ce n'est pas sans valeur. Ça demandera du travail, beaucoup d'investissement pour le rentabiliser, mais nous sommes prêts à prendre ce risque pour la famille, pour Manon. Il s'est levé, s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Une main lourde et froide. Voilà ce que nous allons faire, Jean. Vous allez céder l'acte de propriété à Nicolas. Nous nous occuperons de tout, la vente, les taxes. En échange, nous veillerons sur Manon. Nous paierons ses dettes. Nous paierons même vos soins médicaux. Vous irez dans un bon établissement, pour être confortable. J'ai levé les yeux vers lui, laissant une larme couler. Vous feriez ça? Vous m'aideriez? Bien sûr, a roucoulé Monique. La famille, c'est fait pour ça. J'ai poussé un soupir tremblant. D'accord. D'accord. Si vous pensez que c'est le mieux. Mais je veux. Je veux être sûr que Manon est à l'abri. Que sa maison est en sécurité. Ne vous en faites pas pour la maison, a dit Pierre avec un grand sourire. Une fois que nous aurons exploité ce terrain, nous pourrons en acheter 10, des maisons. Signez les papiers, Jean. Laissez-nous prendre soin de vous. J'ai hoché la tête faiblement. D'accord, mais je dois me reposer. Je suis si fatigué. Nous allons appeler notre avocat, a dit Pierre en sortant son téléphone. Nous ferons préparer les documents ce soir. Reposez-vous, Jean. Ne bougez pas. Je me suis laissé aller dans le fauteuil, les yeux fermés. Je les entendais chuchoter dans la cuisine, leur voix fébrile et excitée. Ils croyaient avoir décroché le gros lot. Ils croyaient abuser un mourant. Ils ne savaient pas qu'ils signaient leur propre arrêt de mort. Le piège était en place. Ils y étaient tombés, la gueule grande ouverte. Le cabinet d'avocats miteux qu'ils avaient sélectionné, niché dans un centre commercial délabré entre une boutique de vapotage et une laverie, était le reflet parfait de leur imposture. Loin des bureaux luxueux en marbre qui géraient mon patrimoine, cet endroit sentait l'échec. Assis sur une chaise en métal, je continuais ma performance de mourant, ma respiration sifflante servant de bande-son à leur avidité. Pierre, frénétique, arpentait la pièce. Monique tapotait nerveusement son sac de luxe. Nicolas, tel un cerbère, gardait la porte. Maître Iman, l'avocat au costume trop grand et à la laine de jean, a présenté les documents. Tout est en ordre, dit-il. Juste une signature. Pierre s'est penché sur la table. Signé, Jean. Il faut en finir. Je n'ai pas bougé. J'ai toussé, un son caverneux qui a fait sursauter Monique. Tout cela est bien rapide, ai-je haleté. Mon père disait de ne jamais signer le ventre vide. Et Manon m'inquiète. Nicolas a bondi. On vous a dit qu'elle allait bien. Signez ce papier, bon sang. J'ai soutenu son regard. La violence contenue, l'arrogance d'un homme qui se croit tout permis.
Il ne savait pas qu'il ne tenait qu'à un fil. Je ne signerai pas, ai-je dit, ma voix se durcissant. Pas sans l'argent. Et pas sans la preuve que la maison de Manon est libérée de toute dette. Pierre a tapé du poing sur la table. L'accord était de 20 000 euros. On vous fait un chèque. Un chèque? Ai-je ricané. Un chèque de votre part, Pierre? Je suis peut-être à l'article de la mort, mais pas encore sénile. Je connais les chèques en bois. Je veux du liquide, et l'hypothèque de Manon soldée. Aujourd'hui. Sinon, je pars avec mon acte de propriété. Le silence s'est fait. Monique a pris la parole, la voix étranglée par la fureur. Jean. C'est 200 000 euros. L'hypothèque est de 180 000. Plus les 20 000 pour vous. Nous n'avons pas une telle somme. Alors trouvez-la, ai-je rétorqué. Ou je garde mon terrain. Je peux le vendre au département. Il m'en offrait 500 euros. C'est peut-être ce que je vais faire. Non. A hurlé Pierre. La perspective de perdre le pétrole, les millions qu'il imaginait sous ce sol toxique, l'a fait craquer. Vous ne pouvez pas le vendre au département. C'est un bien familial. Alors payez, ai-je répété. Pierre a entraîné Nicolas dans un coin. Ils étaient à court d'argent, leur combine à sec. J'ai vu Pierre prendre son téléphone. Il a hésité, puis a appelé. Pas une banque. Il a appelé les bas-fonds, les prêteurs qui prennent les rotules en garantie. Je l'ai entendu supplier. Il est revenu, le visage blême. L'argent arrive, a-t-il dit. Mon associé la porte. Mais vous signez la main levée d'hypothèque maintenant. On solde le prêt, on vous donne le liquide, et vous signez l'acte. En même temps. J'ai acquiescé. C'est équitable. L'attente fut interminable. Finalement, on a frappé. 2 hommes sont entrés. Des gorilles en cuir. L'un portait un sac de sport, l'autre une enveloppe. Monsieur Miller, a dit le premier. On vient conclure. Le sac a été posé sur la table. Des liasses de billets. Et le chèque? A demandé Pierre. Le deuxième homme lui a tendu l'enveloppe. Chèque de banque certifié. Mais, Miller. Le patron a dit que le chrono est lancé. Une semaine, où on prend la garantie. Et le reste. Pierre a blêmi. Une semaine. On aura les concessions. On aura des millions. Pierre a appelé la banque sur haut-parleur. La voix robotique a confirmé, paiement effectué. Main levée sur la propriété 42 rue des Érables. La maison de Manon était sauvée. L'argent, a dit Pierre en me tendant le sac. J'ai vérifié. C'était bon. Signé, a sifflé Pierre. J'ai signé. Bernard Lot. Iman a tamponné l'acte et l'a remis à Pierre. Il l'a serré contre lui, un rire étranglé lui échappant. On l'a fait. Bien joué, le vieux, a ricané Nicolas. Prenez votre aumône et fichez le camp. Je suis parti. Sur le seuil, je me suis retourné. Ils étaient penchés sur leur acte, célébrant leur victoire. Au revoir, Pierre, ai-je dit. J'espère que ce terrain vous apportera tout ce que vous méritez. Dans ma fourgonnette, je les ai regardés sortir, rayonnants. Ils ne savaient pas que la drille était déjà alertée. Ils ne savaient pas qu'ils venaient d'acquérir un site Céveso, une décharge toxique dont les frais de dépollution s'élevaient à des millions, et qu'ils avaient emprunté à la pègre pour le faire. J'ai démarré. La partie était finie. Le piège s'était refermé. Et les rats savouraient le fromage empoisonné. La semaine suivante fut celle de l'attente silencieuse du chasseur. Je l'ai passée avec Manon, la regardant reprendre vie. Je n'étais pas dans la Creuse quand le destin a frappé, mais j'ai tout vu. Monsieur Dubois avait posté un géomètre avec une caméra. De mon bunker, j'ai assisté au spectacle en direct. C'était un désastre annoncé. Les Miller sont arrivés en grande pompe, avec une équipe de foreurs peu regardante. Pierre, déguisé en magnate du pétrole avec un costume absurde et un chapeau de cow-boy, aboyait des ordres. Ils ont foré à l'endroit exact de ma fausse carte. Le trépan s'est enfoncé, non pas dans du pétrole,
mais dans un sarcophage de béton et de plomb scellant un lac souterrain de boue cancérigène. 1 heure plus tard, une éruption. Pas d'or noir. Un geyser de boue grise et fétide a jailli, arrosant tout, y compris le costume immaculé de Pierre. L'équipe a reculé, reconnaissant l'odeur de la mort. Mais Pierre a couru vers le trou, a pris une poignée de boue. Son visage est passé de la confusion à la douleur, sa peau brûlée par les produits chimiques. Puis les SUV noirs de l'État sont arrivés, suivis d'une unité de décontamination. J'avais prévenu la drill 3 jours plus tôt. Ils attendaient. Les agents ont encerclé les Miller. Pierre hurlait, brandissant l'acte de propriété qui faisait de lui le responsable légal de cette catastrophe écologique. Il leur a montré la carte. L'agent a ri. Il lui a tendu une convocation. L'amende pour avoir percé un confinement fédéral était immédiate. Les coûts de dépollution, 5 millions d'euros, au bas mot. Pierre, couvert de boue, tenait le papier qui signait sa ruine. Il a pensé à l'échéance des usuriers. Il a pensé à l'amende. Il a regardé le trou stérile. Puis il a saisi sa poitrine. Ce n'était plus du cinéma. C'était la réalité. Il s'est effondré. Monique a hurlé. Nicolas était paralysé. La transmission s'est coupée. Je suis resté dans le silence de mon bunker. Pas de joie. Juste le sentiment glacial du devoir accompli. La cupidité de Pierre Miller venait de lui briser le cœur. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Nicolas. J'ai ignoré. Il a envoyé un message. Papa, décroche. C'est un désastre. C'est du poison. Les fédéraux sont là. Papa a fait une crise cardiaque. On est arrêté, Jean. Ils disent qu'on doit des millions. Aide-nous. Reprends le terrain. S'il te plaît. Les prêteurs appellent. Ils viennent nous chercher. J'ai peur. Décroche. Ils voulaient que j'endosse la responsabilité de leur crime. J'ai effacé le message. Je suis sorti dans le potager où Manon cueillait des tomates. Elle était apaisée. Qui était-ce? A-t-elle demandé. Personne, ai-je répondu. Un vendeur au téléphone. Il proposait quelque chose dont personne ne veut. Le téléphone a sonné jusqu'à ce que la batterie s'épuise. Et dans la Creuse, le soleil continuait de taper sur le trou qui avait englouti la dynastie Miller. 30 jours s'étaient écoulés. 30 jours de mon silence, 30 jours de leur panique. J'avais orchestré non pas un procès, mais une exécution publique. Le lieu, la Fourchette Dorée, théâtre de leur première humiliation. L'invitation, un simple mot, venez à la Fourchette Dorée. Samedi 19h. Réglons les comptes. Apportez l'acte. Il viendrait, acculé. Je suis arrivé en avance, par l'entrée des propriétaires. Pas de jean usé, pas de bottes sales. J'étais Bernard Lot, le titan. Costume sur mesure à 12 000 €, montre de luxe. Ce soir se tenait le gala annuel de la Fondation Lot, un événement caritatif pour l'environnement que je finançais. L'élite de Lyon était présente. Députés, sénateurs, capitaines d'industrie. La salle de bal scintillait de mille feux. Les caméras de sécurité me les ont montrées à l'entrée. Des spectres. Pierre, diminué par un AVC, dans un fauteuil roulant. Monique, le visage ravagé sous un maquillage outrancier. Nicolas, l'air d'un animal traqué. On les a laissés entrer. Ils étaient perdus, cherchant des yeux le vieil homme qu'ils avaient méprisé. Leur hache. Les lumières ont baissé. Le maire de Lyon a pris la parole. L'homme derrière cette fondation préfère d'ordinaire l'anonymat. Mais ce soir, il a accepté de se montrer. Accueillez, je vous prie, le fondateur de Lot Logistique, le président de la Fondation Lot, Monsieur Bernard Lot. Le rideau s'est levé. J'ai avancé, droit et imposant. La salle s'est levée pour une ovation. Mon regard a balayé l'assemblée pour se fixer sur eux. J'ai vu la mâchoire de Nicolas se décrocher. Le sang quittait son visage. Monique a étouffé un cri. Pierre a compris qu'il faisait face à son juge. J'ai levé la main. Le silence fut total. Merci,
ai-je dit, ma voix forte et claire. Nous allons parler de déchets ce soir. De toxicité. De ce qui pollue nos terres et notre société. J'ai récemment été confronté à une forme de toxicité particulièrement insidieuse. Elle n'était pas dans le sol, mais dans mon entourage. Née de la cupidité. Il y a des gens qui confondent bonté et faiblesse. Ils voient des bottes de travail et pensent pauvreté, alors qu'ils devraient y voir les fondations d'un empire. Ils ont vendu leur âme pour une voiture de location et une place à une table qu'ils ne méritaient pas. Nicolas a trébuché, faisant tomber un plateau. Le bruit a attiré tous les regards. Le projecteur a pivoté et les a cloués sur place. La foule a eu un mouvement de surprise en découvrant ces 3 épaves. Je les ai désignés du doigt. Ce soir, l'heure des comptes a sonné. Sécurité, amenez-les sur scène. Ils ont été conduits de force à travers la salle médusée. Sur scène, ils semblaient minuscules, pitoyables. Je me suis planté devant Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bernard. Monsieur Lowe, a-t-il bégayé. On ne savait pas. Vous me preniez pour un moins que rien. Vous pensiez pouvoir mettre ma fille à la porte et me voler pour payer vos dettes de jeu? Un murmure a parcouru la salle. Et vous, Pierre, le grand promoteur? J'ai sorti un document. J'ai fait des emplettes. J'ai racheté vos dettes. Les 5 millions dus à l'État pour la pollution. Les 180 000 euros dus aux usuriers. J'ai tout racheté, Pierre. Je suis votre unique créancier. Je vous possède. Monique s'est écroulée. Pitié, Bernard. Nous sommes de la même famille. La famille? Vous m'avez traité comme un pestiféré. Vous êtes un mauvais investissement. Et je liquide mes actifs. J'ai fait un signe. La vidéo de Monique, prise au restaurant, est apparue sur l'écran géant. La salle a vu leur cruauté, entendu leur mépris. Puis les mots de Nicolas, « Je ne veux pas de ton argent de pacotille, vieil homme. Tu es pathétique. » La vidéo s'est achevée dans un silence de mort. C'était il y a un mois. L'addition, s'il vous plaît. Vous m'avez appelé paysan, Nicolas. Voici une leçon d'économie, celui qui alors fixe les règles. J'ai racheté ce matin la société de logiciels qui vous emploie. Vous êtes renvoyé. Nicolas s'est effondré en larmes. Pitié, papa. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Parfait. Le nettoyage de la Creuse coûtera cher. Je crois aux vertus du travail manuel. Ça forge le caractère. Je leur ai tourné le dos. Sécurité, débarrassez ma scène de ces détritus.